Bienvenue sur le podcast de la Fabrique des transitions urbaines, l'association qui accélère les transitions des modes de faire de la fabrique de la ville. Rencontre après rencontre, nous partageons les apprentissages de celles et ceux qui font déjà la ville autrement. L'un des problèmes des transitions socio-écologiques de nos sociétés, c'est qu'elles semblent parfois insurmontables et qu'elles nous paralysent. Trop longues à mettre en œuvre, trop radicales, trop systémiques, trop complexes. Et si on était capable de voir les jalons, les uns après les autres, de la transition à mener concrètement dans un territoire donné? Au Québec, l'Université de Montréal et ses partenaires ont développé une méthodologie pour rendre lisible la transition sur un territoire, appelée chemin de transition. C'est un exercice mêlant prospective et planification, et pas une planification descendante comme on en a l'habitude. La démarche est co-construite par une diversité d'acteurs locaux, en plus des municipalités. Tous se mettent d'accord pour écrire et mettre en œuvre une notice pour changer le monde, ou au moins leur territoire et leur quotidien. Les territoires qui mettent en place cette méthode ont fleuri au Québec dans les dernières années. Parmi elles, il y a Laval. Et dans cet entretien, je rencontre Pierre-Luc Baril, chargé de développement à Front commun, qui a accompagné le collectif de Laval dans la mise en œuvre de son chemin de transition. Cet entretien nous donne envie de voir germer pareilles initiatives de notre côté de l'Atlantique. Alors n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de tenter l'aventure. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste. Bienvenue dans le podcast de la Fabrique des transitions urbaines. Retrouvez toutes nos publications sur ftu.city, ftu.city. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Pierre-Luc Baril, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Pierre-Luc, tu es chargé d'accompagnement et de développement au sein du Front commun pour la transition énergétique au Québec. Exact. Et voilà, tu vas nous expliquer ça. Tu étais en charge notamment de l'animation d'une démarche qui s'appelle Laval Zen, dont j'avais très envie de parler, dont on a pu échanger autour de tout ça au Québec il y a quelques mois. Démarche inspirante à bien des égards et qui me semble pouvoir faire des petits, notamment dans l'ancien continent, voilà, disons en Europe. Peut-être d'abord je te laisse poser le décor. Front commun pour la transition énergétique, qu'est-ce que c'est cette organisation? Laval Zen, c'est dans le cadre d'une démarche qui s'appelle Collectivité Zen. Qu'est-ce que c'est ça? Enfin voilà, je te laisse déjà nous poser les bases, poser les fondations de notre discussion. Merveilleux. Merci d'abord pour l'invitation. Le Front commun pour la transition énergétique, c'est une coalition. Donc, c'est une coalition qui va bientôt fêter ses 10 ans. Et c'est une coalition qui est née en 2015 dans la foulée de la lutte contre l'oléoduc Énergie-Est, projet qui a finalement été abandonné. Donc, c'est un oléoduc qui proposait de transporter du pétrole à travers le Québec. Finalement, c'est un projet qui a été abandonné, mais c'est une lutte qui avait mobilisé énormément de personnes et d'organisations, surtout, sur le territoire québécois. Donc, une fois que ce projet-là est abandonné, on s'est dit, il n'y a pas de... comment on peut faire, en fait, pour continuer de maintenir puis de rendre utile, en fait, cette mobilisation-là? Et il y a une démarche qui a été lancée qui s'appelle la feuille de route pour la carboneutralité du Québec, qu'on appelle aussi la feuille de route ZEN. Donc, l'idée, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut proposer pour qu'au niveau municipal, au niveau provincial et même au niveau fédéral, on puisse faire des changements structurants pour faire en sorte de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais toujours dans une logique de justice sociale.
Fait que là, maintenant qu'on avait un cadre plutôt théorique de ce qu'on veut faire, c'était la prochaine étape, c'était vraiment de passer à la mise en œuvre. C'est là qu'on a lancé en 2021 un projet qui s'appelait Collectivité Zen. Donc, le Zen ici, c'est pour zéro émission nette. Il y avait au départ cette idée-là de très ancrée dans la carboneutralité, une vision qui a d'ailleurs énormément évolué depuis le lancement du projet. Là, aujourd'hui, on parle davantage de transition socio-écologique pour parler de ce qu'on fait. L'idée des collectivités zen, c'était d'ouvrir à l'échelle des territoires, donc un peu partout au Québec, des espaces de concertation pour mobiliser les gens et discuter de à quoi va ressembler cette transition socio-écologique-là à l'échelle de nos territoires, quelle forme on veut que ça prenne. Donc, il y a plusieurs collectivités zen qui ont été ouvertes un peu partout au Québec. On pourrait y revenir là, un peu plus tard. Mais moi, j'ai eu la chance, en fait, de participer, d'être le chargé de projet responsable de celle de Laval, en fait, Alors, au Québec. alors, pour qu'on comprenne bien un peu les spécificités de cette démarche, donc carboneutralité, hein, c'est le terme qui est employé au Québec. On voit très bien donc une focalisation au début sur la question de l'atténuation des émissions carbone, mais une ouverture plus globale sur des enjeux de transition écologique qui se fait progressivement. Il y a ce terme collectivité zen, mais il me semble que c'est pas pour autant une initiative des collectivités, c'est-à-dire des institutions et des pouvoirs publics. Est-ce que tu peux nous préciser ça, en fait? Euh, Quand on dit j'étais en charge, de qui parle-t-on et quel est le lien avec l'institution, finalement? À Laval, précisément, il y a un lien quand même fort avec l'institutionnel. Ça, je vais y revenir un peu plus tard. Mais quand on parle plus largement des collectivités zen, en fait, c'est surtout des collectifs qui sont nés au départ, des collectifs qui étaient portés par des organisations citoyennes, qui étaient portés par des organismes communautaires, des organismes environnementaux, qui ont formé un peu un noyau dur autour duquel on a voulu mobiliser des gens. Donc, tranquillement, il y a des grandes institutions qui se sont joints. Souvent, on va parler des conseils régionaux en environnement au Québec qui ont adhéré dans certains cas à la démarche. La santé publique aussi qui est très présente dans les collectivités zen. Donc, ce ne sont pas des démarches qui sont soutenues par les municipalités là, ou les communes, comme vous dites, mais vraiment communautaires. Donc, c'est la collectivité au sens des gens qui vivent sur le territoire qui portent cette démarche-là. Donc, ce n'est pas une démarche qui, si elle a un caractère politique, elle n'est pas portée par le politique. Oui, je pense que la précision est importante, mais on reparlera évidemment du lien aux politiques. Tout ça est très politique, hein, donc in fine, il y a bien l'idée de faire bouger les choses. Et dans les choses, il y a bel et bien l'institution. Pour autant, c'est pas nécessairement pour autant contre l'institution, même si l'initiative ne vient pas de l'institution, de la commune, hein, pour simplifier. Alors, on voulait parler de Laval, pas pour rien, hein, parce que c'est sans doute sur le territoire de Laval que cette démarche collectivité zen a été en tout cas le plus en avance, hein, et un peu fer de lance. Et donc, on a un retour d'expérience là qui est vraiment intéressant. Donc, on va parler de Laval Zen, mais peut-être avant de parler de Laval Zen, il faudrait qu'on dise ce qu'est Laval, hein, ce qu'est le territoire et ce qui vit en termes de pression, en termes de transition, etc. Donc, Laval, déjà, on est juste à côté, hein, de Montréal. On n'est pas sur l'île de Montréal. On est vraiment collé à Montréal. On est donc dans cette dynamique métropolitaine extrêmement forte, hein. Mais je te laisse raconter, tu le feras mieux que moi. Oui, exact. Donc, Laval, c'est une île qui est au nord de Montréal. C'est la troisième plus grande ville du Québec avec 423 000 personnes. Et c'est un territoire qui, oui, est essentiellement urbanisé, qui a connu un très fort essor durant la construction des banlieues, notamment par rapport à Montréal. Mais ce qui est particulier avec le territoire de Laval, c'est qu'on a aussi 30 du territoire qui est encore à vocation agricole. Donc, c'est un contexte un peu particulier à cet égard-là. Et évidemment, en raison du caractère périphérique de la ville, il y a il y a une orientation très forte sur l'utilisation de la voiture et la façon dont les gens vont se déplacer. Donc, ça va quand même être structurant. Puis c'est un enjeu, en fait, qui va revenir dans ce qu'on fait. Et fait important aussi, la ville de Laval, ben, le territoire de Laval accueille en fait plus de la moitié de sa population est issue de l'immigration. Donc, c'est un facteur qui est important à prendre en compte, notamment quand on va faire de la mobilisation, quand on va entrer en contact avec les gens. Parce que là, on parle de transition socio-écologique, mais c'est pas un concept qui parle à tout le monde et c'est pas nécessairement un concept qui est très évocateur pour les gens qui sont issus d'un parcours d'immigration.
Alors la Valzen, qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'avant qu'on rentre dans le détail, hein, bien compris, on a une forme de collectif, tu nous diras qui prend une initiative. L'idée est juste de changer le monde, hein, en commençant par le territoire, par le quotidien. Bon, tout ça, c'est un cheminement, c'est une méthodologie avec un certain nombre d'inspirations qu'on prendra le soin évidemment de préciser. Euh, Est-ce que tu peux nous donner déjà l'image globale de ce chemin finalement, puisque c'en est un? Exact, oui, parce que tout à l'heure, je parlais des collectivités zen. On disait l'objectif des collectivités zen, c'est d'ouvrir le dialogue sur comment on va faire la transition à l'échelle des territoires. Mais la question qui restait à se poser, c'est comment nous, on va faire cette mobilisation-là. Donc, on a rencontré des collègues c'est un projet de transfert des connaissances à l'Université de Montréal qui s'appelle Chemin de transition et qui nous ont aidés, en fait, avec un autre organisme, l'opération Veille et soutien stratégique, à élaborer un parcours basé sur la prospective. Au cours duquel, en fait, on va élargir sans cesse la mobilisation sur le territoire. Donc, c'est un parcours qui se décline en 5 étapes. Donc, on a une première étape qui est relativement simple, le démarrage. Ensuite, une deuxième étape qui est composée elle-même de 2 sous-étapes. Donc, ici, on va parler de l'état des lieux et de la vision. On a une troisième étape qui s'appelle les chemins de transition et une quatrième étape qui s'appelle plan opérationnel. Évidemment, c'est un parcours qui se conclut par la mise en œuvre de ces actions-là. Donc, comment concrètement ça va prendre forme sur le territoire. Alors peut-être allons-y, hein. Ce démarrage, c'est un temps court, hein, évidemment, mais c'est un temps de mobilisation, donc c'est peut-être le moment de préciser qui est là. Qui est là, même si tu nous as bien fait comprendre qu'en fait, à la fois, on va avancer dans la précision, quelque part, de la stratégie de transition du territoire, mais progressivement, au fur et à mesure des étapes, on va élargir le cercle des parties prenantes autour de la table. On commence par qui? On commence par quoi? Les, je vais surtout parler de l'expérience lavalloise parce que c'est Oui, oui, l'expérience oui. que je connais le mieux, mais chacune des étapes va connaître des variantes selon le territoire dans lequel elle prend forme. Donc, si on regarde pour Laval, une distinction en fait qui était très forte dès le départ, c'est que ce sont les grandes institutions qui ont adhéré dès le début à la démarche. Donc, on retrouvait par exemple la ville de Laval qui a embarqué avec nous, la Chambre de commerce, le Collège Montmorency, la Société de transport, Tourisme Laval, donc des grandes organisations, souvent sectorielles, qui vont travailler, en fait, qui ont accepté dès le départ de travailler puis de dire, nous, on embarque dans cette démarche-là. Fait que ça, c'était vraiment la première étape qui, effectivement, est probablement la plus simple des 5 qu'on avait à faire. Et alors la deuxième, donc rentrons rentrons dans le cœur du sujet, là on commence le travail, donc on a créé ce début de collectif en tout cas. Il y a une logique prospective, hein, qui est vraiment, alors qui est fondatrice, hein, dans la méthodologie qui est développée par Chemin de transition. On mettra évidemment, hein, tous les liens qui vont bien dans les commentaires du podcast, à la fois sur la Valzen et sur la méthodologie de Chemin de transition qui est extrêmement documentée, hein, de façon transparente, hein. C'est une démarche de l'Université de Montréal. Euh, Voilà, comment ça a été mis en œuvre sur Laval et puis je te laisse avancer sur ces étapes qui sont évidemment importantes. Bien, comme tu le disais, il y a l'importance de la prospective, c'est d'abord d'identifier un point de départ puis un point d'arrivée pour voir en fait quel chemin on va prendre. Donc, la deuxième étape, elle se décline en 2 sous-étapes. La première, c'était l'état des lieux. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est un petit peu de dresser un portrait, une photographie du territoire et de la communauté sur laquelle on vit. Donc, dans le cas de Laval, on a mentionné le caractère agricole et tout, mais il y a un aspect où énormément de gens, en fait, plus de la moitié des gens sont propriétaires de leur habitation. Il y a la très forte proportion, en fait, de gens qui sont issus de l'immigration. Donc, c'est des éléments qu'on est allé chercher pour se donner une idée de, actuellement, donc en 2021, quand on a commencé, à quoi ça ressemble Laval, puis dans quel contexte on s'inscrit, pour être capable, en fait, de prendre en compte ces dynamiques-là sur le territoire. Fait que là, ici, on a un point de départ. Il nous restait à voir où on veut aller avec ça, et c'est l'autre sous-étape qui est quand même importante, qui est celle de la vision. Donc là, ici, ce qu'on souhaite faire, et là, c'est là que la prospective embarque énormément. Ce qu'on souhaite faire, c'est de dire, quand on imagine Laval, une fois Laval qu'elle a réalisé sa transition socio-écologique, à quoi ressemble le territoire, à quoi ressemble la communauté? Donc, pour faire ça, on s'est lancé dans une
une série de consultations qu'on a appelées en fait les ateliers d'exploration du futur. Donc, un atelier type, c'est quoi? C'est une rencontre d'à peu près 90 minutes au cours de laquelle on va présenter aux gens présents, souvent au nombre d'une douzaine de personnes, on va présenter à ces gens-là un scénario, donc un récit du futur dans lequel on propose une vision de Laval, mais une vision du territoire qui est pas nécessairement probable, mais possible. Et chacun de ces récits-là comporte des éléments qui peuvent être soit technologiques, qui peuvent être environnementaux, qui peuvent être politiques. L'idée, c'est un petit peu là, de mélanger les aspects. Et au cours de l'atelier, on invite les gens à se prononcer sur ces scénarios-là. Quels sont les éléments à l'intérieur de ces récits qui sont souhaitables et lesquels sont redoutables, en fait, et qu'est-ce qu'on aimerait voir advenir? Donc, on a fait presque 25 ateliers de cette façon-là. On a rencontré là, plus de 250 personnes et une fois cet exercice-là terminé, on a colligé ensemble toutes les données recueillies au sein des ateliers pour être capable de construire ce qu'on a appelé notre vision collective du futur. Donc, c'est une vision, aujourd'hui, là, comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai, on va pouvoir rendre accessibles ces documents-là aux gens qui nous écoutent. Donc, c'est une vision qui se décline dans notre cas en 4 grands thèmes. Donc, le vivre ensemble, ce qui concerne la culture, les enjeux de transition, la question de la solidarité, de la diversité, de l'immigration. On a les aspects qui sont liés au milieu de vie. Donc, là, on parle davantage de mobilité, on parle d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de milieu naturel. On a un aspect qui s'appelle bien-service. Donc, là, toutes les questions économiques liées à la consommation, à la production, à l'énergie. Et on a un aspect qui était lié à l'action collective. Donc, à quoi on peut s'attendre du politique, à quoi on peut s'attendre des grandes organisations. Donc, on a fait cette vision-là et on l'a présentée en fait à la population et à nos membres en disant, voici ce qu'on souhaite atteindre comme résultat de notre transition socio-écologique à Laval. Alors, je veux bien qu'on revienne un peu sur ces 2 crans, hein, ces 2 étapes. Donc, on a ces ateliers là, 250 personnes, mais en plein de soirées, plein de voilà, une série d'ateliers. On est en train de parler d'un élargissement du public, hein. On n'a pas ce groupe d'institutionnels, etc. C'est quoi? C'est des professionnels, c'est des citoyens lambda, c'est des gens formés à la prospective. On peut qualifier un peu le public? L'avantage d'avoir fait l'état des lieux avant la vision, c'est qu'on savait quelle était la composition démographique de la population. Donc, on s'est assuré d'essayer de respecter au maximum, dans nos capacités, évidemment, cette composition démographique-là. Donc, oui, on a des gens qui travaillent sur le territoire, mais qui n'y habitent pas. On avait des jeunes, on avait des gens qui sont aux études. On est allé chercher des aînés et on est aussi allé, puis je l'ai mentionné à quelques reprises, mais c'était important pour nous d'entendre la voix des gens qui viennent tout juste d'arriver sur le territoire, les gens qui sont issus de l'immigration. Donc, on est allé chercher ce 50%-là de gens qui viennent d'un parcours d'immigration pour être capable de rendre justice là, à cette composition démographique-là. Et donc, dans chaque atelier, on a ce groupe-là qui amène une diversité de regards, mais qui va regarder aussi plusieurs futurs différents, hein, qui va aller explorer à chaque fois un futur, mais en fonction des ateliers, ça va être un futur différent. Ces futurs, ils viennent pas de nulle part, hein, mais tu le disais, ils sont pas nécessairement probables, c'est pas nécessairement des futurs écrits, mais on vient confronter les gens à un futur du territoire pour justement collecter leur avis, leurs sentiments, leurs envies par rapport à ça. On voit bien la fin, mais qui fait ces futurs-là? On les écrit sur quelle base? C'est quoi ce travail de composition des futurs auxquels on va pouvoir confronter des gens du cru? La première étape, c'était ce qu'on appelle le scénario. Donc, le scénario, ça, c'est essentiellement réalisé par nos partenaires de chemin de transition à l'Université de Montréal, qui identifiaient des trames, donc des tendances auxquelles on peut s'attendre dans le futur. Et c'est sur la base de ces tendances-là qu'on va les regrouper pour faire un scénario. Et une fois qu'on a un scénario, ben là, nous, notre travail sur le terrain, ça va être d'en faire un récit, donc quelque chose d'un peu plus digeste. Souvent, on racontait littéralement une histoire, donc on crée des personnages et ces personnages-là vivent des choses. Et ces choses-là sont évidemment liées aux trames qu'on avait identifiées précédemment. Mais tu sais, il y avait quelques exemples là, rapidement que j'ai en tête. Mais
La présence très forte, exemple, de l'intelligence artificielle pour calculer notre empreinte carbone, le fait que certains secteurs soient réservés à certaines parties de la population, des enjeux commerciaux avec les États-Unis qui se sont avérés finalement beaucoup plus réels qu'on pensait. Donc, c'est ce genre de tendance-là qu'on a regroupé pour présenter aux gens sous la forme d'histoire. Oui, alors c'est des histoires, mais c'est pas des histoires issues complètement d'une imagination. Il y a bien un travail créatif, il y a bien un travail d'imagination et de mise en récit. Pour autant, on s'appuie sur autre chose que du sable, sur un vrai travail prospectif. Euh, et c'est à la fois une mise en récit et une localisation de ce récit-là, c'est-à-dire c'est bel et bien à l'aval, inscrit dans le territoire. C'est intéressant, hein, ces savoir-faire qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir finalement aller sur le terrain et collecter les sentiments, les réactions des uns et des autres. Tu l'expliquais, l'étape d'après, c'est finalement un travail d'analyse, un travail de synthèse qui transforme tout ça en récit. Alors, j'ai eu l'occasion de lire ces récits, et ce qui est extrêmement frappant, c'est que ce n'est pas une projection vers le futur, c'est le récit d'un présent, mais d'un présent en 2050, je crois. Ouais. C'est donc quelque part très incarné. On a fait ça, hein, donc là, on ne raconte pas une histoire, on dit ce qu'il en est. Si tu peux nous donner quelques exemples de ces actions, puisqu'on a des choses extrêmement précises, hein, dans cette vision. Hein, ce pas des grands mots, des grands principes, etc., etc. Non, c'est bien dans des faits très concrets de transformation du territoire. Oui, et quand on a rédigé cette vision collective, on a voulu un petit peu garder l'esprit du récit. Donc, tu sais, on raconte un peu, on décrit le paysage lavallois tel qu'il est en 2050. Donc, oui, tu sais, on parle beaucoup il y a des exemples où on a misé sur une économie de proximité pour être capable de satisfaire aux besoins des gens. Les espaces urbains sont beaucoup plus denses. On a préservé le territoire agricole et on a protégé énormément de milieux naturels pour empêcher que l'urbanisation les affecte. D'un point de vue économique, il y a tout un aspect où on souhaite rapatrier le plus possible la production à une échelle locale pour répondre à nos besoins puis créer une dynamique économique à l'échelle du territoire. Mais il y a aussi des éléments qui se distinguent au niveau culturel, au sens où on a beaucoup parlé du rôle des arts pour être capable de créer un imaginaire qui fait en sorte que la consommation, l'hyperproductivité, la vitesse sont plus nécessairement les valeurs auxquelles on adhère, mais qu'on va davantage se tourner vers le partage, la solidarité des espaces où on est capable de travailler en commun, d'échanger des objets, et pour être capable, en fait, de transformer là, pas seulement nos structures économiques, mais également nos relations sociales. Oui, donc on aborde vraiment tous les aspects. Alors, ça peut donner aussi l'impression puisque c'est une vision, d'avoir des illusions, d'avoir des rêves, etc. Comment est-ce que tout ça s'organise? Parce qu'il y a les retours des 250 personnes, je ne sais plus combien, une vingtaine d'ateliers, etc., qui sont synthétisés, travaillés, etc. Mais après, il y a ce groupe qui travaille et qui vient établir, quelque part valider cette vision avant que ce soit mis en récit. Est-ce que tu peux nous faire un peu le retour du concret entre ce que certains voudraient, mais d'autres se disent que c'est pas réaliste, etc. Il y a dû y avoir des discussions assez fortes sur certains sujets, en tout cas. Oui, mais de l'autre côté, il y a ce qui était important, en fait, pour nous, c'était la méthode puis la façon dont on pouvait systématiser ces données-là. Comme je disais tantôt, on a rencontré, tu sais, plus de 250 personnes. Donc, la masse de données avec laquelle on s'est retrouvé à la fin, donc les idées, les propositions qui étaient retenues, étaient quand même impressionnantes. Donc là, après ça, la question qui se posait, c'est ben, comment on fait? Parce qu'on peut pas tout mettre là-dedans. Fait qu'il y a eu un jeu de, on va seulement retenir les occurrences. Donc, les trucs, les éléments qui reviennent plus que 2, 3 ou 5 fois pour être capable de les mettre ensemble. Parce que, on se le cachera pas, dans un exercice de consultation aussi vaste, parfois, il y a des éléments un peu farfelus, puis il y a des éléments qui relèvent davantage là, du fantasme que de la possibilité. Mais il y a aussi cette idée-là, l'exercice qu'on a fait, c'est un exercice, en fait, on va chercher un mandat. On va chercher, en fait, des paramètres dans lesquels la population, les gens qu'on a consultés nous disent,
faites la transition, mais faites-la dans ces paramètres-là. Puis nous, c'est avec ça qu'on veut avancer. Donc, c'est un peu comme ça que s'est construit la vision, c'est-à-dire qu'on est allé récolter ce qui revenait le plus souvent, en évitant le plus possible les incohérences, évidemment, parce qu'on veut que ce soit crédible et que ce soit cohérent pour être capable d'avancer avec ça là, à la prochaine étape. Et ben, on les a traduits tranquillement dans ces grandes thématiques-là. Donc, on les a regroupés, comme je disais tantôt, vivre ensemble, milieu de vie, action collective, bien service, qui sont nos 4 grandes thématiques, au sein desquelles on a 14 sous-thématiques qui se déclinent à travers le récit. Avec autant de faits, hein. Donc on a voilà, à la fois un plan, enfin en tout cas un horizon, une destination plutôt plus qu'un horizon, une destination qui est très claire, assez tangible, hein. On a fait ça, ou plus exactement, on est comme ça, plus sa forme de mise en récit, tu le disais, reprendre cette trame de l'histoire, hein, qui embarque, mais qui rend aussi les choses visibles, avec en plus une mise en récit graphique, hein, qui est aussi intéressante, en tout cas dans le cas de Laval. C'est quelque part, enfin, est-ce que je trahis la démarche en disant que cette vision, c'est quelque part l'expression du consensus à un instant T, hein, de ce que devrait être le futur du territoire, que quelque part c'est plus ou moins avancé en fonction de la dynamique d'acteurs. Enfin voilà, c'est ce qui semble être une forme d'équilibre, voilà, qui n'est pas nécessairement la vision la plus écologiste ou la plus développementaliste, mais voilà, un consensus général sur ce que doit être le futur. C'est vrai qu'il y a une forme de consensus sur cette vision-là, au sens où nous, on a déjà entendu le reproche, vous avez rencontré 250 personnes sur une population de 423 000. Quelle est la légitimité de cet échantillon-là? Et la réponse que je donne à chaque fois, c'est que nous, on n'a pas décidé d'arrêter parce qu'on n'avait plus de moyens, on n'avait plus de temps. On a décidé d'arrêter à un certain moment parce que toutes les réponses étaient les mêmes. On avait beau, je reste convaincu à ce jour que si on avait fait 30 ateliers supplémentaires, on aurait exactement la même vision parce que ce sont des grandes tendances. Tu sais, les gens sont attachés à la solidarité, sont attachés avec la proximité, au fait de pouvoir aller, de connaître les commerçants avec qui ils font affaire, ce genre de choses-là. Donc, je ne pense pas qu'il y a de révolution dans cette vision-là, mais ça nous donne effectivement un portrait très clair de ce que les gens souhaitent en réalité, puis ce qu'ils veulent voir advenir dans cette transition. En même temps, c'est un portrait, enfin, si c'est l'expression, et je l'entends parfaitement, hein, c'est l'expression des gens dans leur diversité. Alors, pas forcément avec un échantillon représentatif, mais en tout cas, vous êtes allé chercher la diversité là-dessus. C'est un portrait de la société qui est fort différent de celui qu'on peut voir aujourd'hui dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux. Donc, c'est déjà, faire exprimer ça, c'est déjà extrêmement important. Mais passons à la suite, hein, puisqu'on avance, on a avancé hein, déjà à Laval, on a posé la vision, c'est-à-dire où on sera en 2050. Après, il y a la question du chemin. Comment on y va? Parce que ça, c'est bien beau de se dire où on sera en 2050, mais enfin, il faut commencer, on ne va pas s'y mettre en 2049. Exact. Et cette étape-là, ben, qui est la 3e étape qu'on appelle le chemin de transition. Là, ici, on est en plein cœur de la prospective, donc on essaie de dégager les trajectoires. Comment on va faire pour passer de notre état des lieux à notre vision, pour arriver à ce paysage-là qu'on veut, à cette destination-là qu'on veut pour 2050? Comment on va faire pour passer d'un à l'autre, puis mettre en place ces trajectoires-là? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti de la vision et on s'est dit, on va faire 3 trajectoires pour être capable d'atteindre, en fait, les thématiques que j'ai nommées tout à l'heure. Donc, on a formé des comités experts. Donc, on avait un comité expert biens et services, donc les questions économiques. On avait milieu de vie, donc tout ce qui était aménagement du territoire, urbanisme, vivre ensemble. Donc là, on était de l'ordre culture, communauté. Évidemment, si les auditeurs, auditrices qui nous écoutent auront remarqué, tantôt, je nommais 4 thématiques. Et là, on a seulement 3 comités parce qu'il y a un comité, en fait, il y a une thématique, pardon, qui était l'action collective qu'on a décidé d'appliquer de façon transversale à chacun de ces comités-là. Parce que vu qu'il y a beaucoup de questions qui sont politiques dans l'action, dans la thématique d'action collective, on se disait qu'on allait faire une trajectoire qui était complètement dépendante du politique. Donc, à ce moment-là, on ne trouvait pas que l'exercice était très pertinent, mais plutôt de voir sur quoi nous, on peut jouer. Fait qu'on l'a appliqué de façon transversale. L'idée, c'était de rassembler des gens qui ont une expertise, souvent des gens issus du territoire, mais aussi une expérience par rapport à certains enjeux. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on leur proposait d'abord quelques jalons. Un jalon, qu'est-ce que c'est? C'est une étape intermédiaire qu'on va devoir atteindre pour arriver
à notre vision. Et on demandait à ces gens-là de définir peut-être plus précisément les jalons, de placer ces jalons-là sur une temporalité, en quelle année on doit faire ça, on doit avoir réalisé ce jalon-là, mais aussi d'identifier les interactions possibles entre les jalons pour voir est-ce que s'il y a un jalon qu'on fait en premier, ça déverrouille les jalons suivants. Fait que c'est l'exercice qu'on a fait, ce qui nous a amené en fait à avoir en main 3 chemins de transition, sur lesquels on va travailler. Alors, il y a une représentation très graphique de ça, hein. Il y a vraiment une idée des différentes étapes avec des traits, hein, entre les différentes étapes, un schéma logique, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez commencé par la fin, c'est-à-dire, si vous êtes remonté à rebours ou si est-ce que vous êtes parti d'aujourd'hui ou de 2050, je ne sais pas, mais donc on est bien sur un planning qui est extrêmement concret, avec chacun des jalons, qui est une étape, avec des acteurs, des choses à valider. Et la question, c'est de quoi on a besoin avant, hein, pour arriver à travailler sur jalon. Alors, ça fait un espèce de panier d'actions à mener, là, euh, qui peut être un peu effrayant, parce que le chemin est long. Les jalons sont nombreux. Alors, il y a trois chemins, mais qui en eux-mêmes constituent un seul et même chemin. Je ne sais plus, c'est plusieurs dizaines de jalons, hein, qui viennent s'assembler là. Et puis, c'est sur 25 ans, hein. Alors, comment ensuite on passe réellement à l'action, hein. Il me semble que c'est l'étape, voilà, justement d'après. Enfin, l'action, c'est ici et maintenant. Comment on planifie derrière? Oui, ben, si je peux répondre d'ailleurs à ta question, il y a 3 trajectoires, mais au total, c'est 42 jalons qui Ah sont oui. sollicités, donc 42 étapes intermédiaires. Mais c'est curieux parce que la réaction qu'on a reçue sur le terrain, c'est la réaction en fait inverse à celle que tu viens de me donner. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de transition socio-écologique avec les gens ne savent pas par quel bout prendre ça. Et Oui. là, nous, on leur arrive en disant, voici le point de départ, voici le point d'arrivée. Donc, ça amène une certaine clarté, ça amène une logique, puis ça devient soudainement beaucoup plus tangible, beaucoup plus concret comme démarche. On est sur un enchaînement extrêmement logique, hein. C'est intéressant de voir. Il y a un certain nombre, il y a des points d'arrivée qui nécessitent de mémoire, hein, des changements culturels, par exemple dans le rapport à la mobilité, à la possession de la voiture, etc. Alors un changement culturel, voilà, mais en fait, avant ce changement culturel, il y a 2 ou 3 étapes, 2 ou 3 jalons qui sont pas aussi immenses que ça. Et c'est vrai en effet qu'au lieu d'avoir un espèce de gouffre à passer, on a un escalier avec des marches qui individuellement, paraissent beaucoup moins hautes que l'ensemble de la hauteur à monter. Ouais, tout à fait, je comprends cette réaction. Je l'ai pas souligné, mais tu nous le disais, peut-être on peut appuyer là-dessus. On est donc sur une nouvelle étape et on est encore sur de nouveaux acteurs, à la fois des acteurs du territoire, mais aussi des tiers experts, etc. On a encore élargi le cercle là. Exact, puis effectivement, j'ai pas mis l'accent là-dessus, mais première étape, démarrage, on a des partenaires qui sont très institutionnels. On fait un état des lieux avec ces gens-là, puis souvent, on va aller chercher des données avec des partenaires, en fait, qui sont extérieurs à ceux qu'on a déjà mobilisés. On fait notre exercice de vision, notre consultation, et là, on est avec la population, on est avec les gens, c'est qu'on rencontre directement. Donc, c'est un nouveau groupe de personnes qu'on rencontre. Et là, avec les chemins de transition, effectivement, on est davantage de l'ordre de l'expertise pour être capable de valider est-ce que ces changements-là sont crédibles et sont faisables. Donc, c'est encore une fois des nouvelles personnes qu'on mobilise. Alors, et puis atterrissons, hein, jusqu'au passage à l'action, je te laisse la main. Exact. Ben, la quatrième étape, c'est celle du plan opérationnel. Donc là, on avait des partenaires mobilisés. On a un point de départ, point d'arrivée, puis on a même le chemin pour se rendre. Donc, l'exercice qu'on avait à faire, c'était de dire par quoi on commence. Parce que même s'il y a un chemin logique, il y a parfois plusieurs jalons qui débutent à très court terme, mais il y a aussi des jalons dont l'ampleur nous oblige à commencer à réfléchir dès maintenant sur ce qu'on va faire pour être capable d'atteindre cette transformation-là. Donc, on a réuni nos 12 partenaires, donc nos 12 membres initiaux, et là, on s'est lancé d'abord dans un exercice de priorisation. Donc, quels sont les jalons qui sont prioritaires et sur lesquels, dans les 2 prochaines années, on doit absolument mettre en œuvre des actions pour les atteindre?
Donc, il y avait une proposition au début de peut-être avoir une quinzaine de jalons et nos partenaires, avec beaucoup de sagesse d'ailleurs, ont décidé d'en prendre seulement 9 pour se dire, on va y aller en profondeur, on va bien faire les choses plutôt que de s'éparpiller et surtout pour encourager éventuellement dans les prochaines années d'autres personnes à embarquer et à venir se joindre à ce mouvement-là là, pour atteindre nos, nos jalons. Et ensuite de ça, une fois que les jalons avaient été priorisés, on a pris les 9 jalons et on les a déclinés. Qu'est-ce qu'il faut faire comme action pour atteindre ces jalons-là? Donc là, on avait des listes. Il y a certains jalons qui nécessitaient 15, 20 actions pour considérer que ce jalon-là était atteint. Et une fois qu'on a décliné ça, il y a une rencontre pour se dire, avec le groupe qu'on a actuellement, avec les capacités organisationnelles, avec l'expertise et les moyens qu'on possède à ce jour, qu'est-ce qu'on est capable de faire dès maintenant? Dans quoi on peut se lancer? Fait que là, il y a toute une série d'actions qui ont été, qui ont été identifiées, puis après ça, adoptées, je dirais, par certains partenaires. Donc, c'est 21 actions qui ont été, qui ont été élaborées et qui ont été adoptées parce que chaque action, en fait, est pilotée, entre guillemets, par un des partenaires, mais est soutenue, en fait, par quelques autres, dépendamment du secteur d'activité dans lequel elle s'insère. Ce qui nous a permis, en mai 2025, de lancer ce qu'on a appelé notre plan régional de transition socio-écologique. Donc, on a un plan, 9 jalons sur lesquels on veut travailler, 21 actions et une douzaine de partenaires, surtout institutionnels, qui ont voulu s'engager dans cette démarche-là en disant, nous, d'ici 2 ans, on va faire ces actions-là, puis on va faire en sorte qu'on avance le plus rapidement possible sur les jalons en question. Alors, il y a souvent des réactions, hein, et par ailleurs légitimes, hein, sur ces grandes démarches stratégiques, sur la prospective, etc. Alors, d'acteurs économiques, mais aussi d'acteurs sociaux qui sont en attente de transformation, ou d'acteurs institutionnels ou d'élus qui disent bah, c'est bien, on parle de 2050, mais sauf que là, on parle de 2026 en fait. C'est-à-dire, on est sur une démarche qui parle à la fois de 2050 et de 2026, avec des actions à court terme, du qui fait quoi, hein. Voilà. Alors, vous n'avez pas détaillé finalement les 40 et quelques jalons d'ici 2050. On est resté sur 12, puis 9. Et puis, c'est une partie des actions qui permettent de faire. Bon, on se concentre et on affine les choses sur le court terme pour passer à l'action. Alors, on en est à peu près là à Laval. On en est où aujourd'hui à Laval? On en est où aussi sur les autres territoires? Puis peut-être surtout que tu nous dises, peut-être pour rester sur Laval, sur ce que toi t'en apprends, ce que vous en avez appris collectivement de cette méthode dont on vient d'établir un peu la trame générale. Mais il y a la théorie et la pratique. Il y a ce qu'on a fait et ce qu'on referait plus. Il y a les bons et les mauvais coups. Est-ce que peut-être qu'on peut prendre du recul? Tu peux nous partager justement, en tant que praticien de cette méthode, aussi ton retour du réel. Il y a plusieurs éléments là, qui ressortent. Ben, la première, c'est que la démarche, la façon qu'elle est construite, donc l'aspect consultatif, la présence d'une expertise, la méthode tout le long, c'est une façon de travailler qui donne énormément de crédibilité à la démarche, puis qui fait en sorte que on n'a pas besoin d'énormément de temps pour convaincre que ça fonctionne et que ça peut, on peut retirer des bénéfices de ça. D'un autre côté, par contre, ben, je l'évoquais rapidement, c'est une démarche qui a commencé en 2021. Au moment où on se parle, on est en 2025. Donc, il y a 4 années de travail derrière cette démarche-là pour arriver à un plan. C'est sûr qu'on ne va pas refaire continuellement toutes les étapes que j'ai nommées, au sens où les chemins de transition auxquels on a abouti vont pouvoir être utilisés encore pendant de très nombreuses années pour mettre à jour le plan d'action. Fait qu'il y a ce premier aspect-là, par contre, de dire, ben, c'est une méthode éprouvée, mais c'est une méthode qui est longue et c'est une tension qu'on a retrouvée sur le terrain parce que quand on a commencé, les gens nous disaient, nous, on veut des actions concrètes. On veut planter des arbres, on veut enlever de l'asphalte, c'est ce qu'on veut faire. Mais là, ici, on est davantage dans une démarche de planification de la transition, mais surtout de mobiliser les gens de façon beaucoup plus large. Tu me demandais où on en est rendu actuellement à Laval. On s'est parlé pour la première fois il y a 4 ou 5 mois et pourtant, il y a une évolution assez impressionnante. Quand on a lancé notre plan d'action au mois de mai 2025, il y avait 12 partenaires d'engagés dans la démarche. Au moment où on se parle, il y a 21 organisations qui font partie, en fait, de Lavalzen et qui souhaitent
mettre l'épaule à la roue pour être capable de faire avancer cette démarche-là. Donc, on voit que ça rejoint les gens et l'usage des chemins de transition fait en sorte que ça permet de décliner la contribution, en fait, de tout un chacun. Qu'est-ce qui est possible de faire? Parce que au début, nous, ben, comme je disais, on a parlé beaucoup avec des institutions et les institutions comprennent bien le rôle qu'elles peuvent jouer d'un point de vue structurel. Et après ça, on voulait rencontrer les entreprises, les collectifs citoyens, les organismes communautaires. Et là, quand on leur parle de transition, les gens disent: «Ah, ben, c'est pas nécessairement notre rôle, on n'a pas les moyens de faire ça et tout». Et là, quand on arrive, l'étape de la vision a vraiment été un tournant dans notre démarche parce que les gens, soudainement, étaient capables de s'identifier, de dire: «Ah non, non, mais attendez, là, ça, nous, on est capable de travailler là-dessus. Puis si on le fait pas déjà, on est capable d'investir puis de faire ça». Fait que c'est une démarche qui permet aux gens de s'identifier, qui permet de voir, en fait, sur quel levier, à leur échelle, ils peuvent contribuer, à la transition. Alors oui, mais ça, c'est les bons coups, quelque part. Même si je le note, hein, je comprends bien, alors c'est long, peut-être que aussi, bah, vous étiez en expérimentation, hein, quelque part en rodage à une échelle territoriale. C'est de toute façon long ces réflexions-là, mais peut-être que ça pourrait être moins de 4 ans. Je veux bien ton retour, puis dans ces 4 années, il s'en est passé des choses quand même. Ça dit quoi aux acteurs? Enfin, vous avez un voisin du sud là qui commence à être sérieusement encombrant. On est quand même sur des reculs, à pas mal de niveaux. Voilà, est-ce qu'on est dépendant de cette dynamique générale ou au contraire, c'est une méthodologie qui permet de tenir le fil et de continuer à avancer? Ben, je pense que l'ancrage territorial permet de continuer d'avancer là-dessus parce que, ben, ça, c'est un défi qu'on a rencontré quand on a fait les chemins de transition, parce qu'on demandait aux gens d'adopter une perspective systémique dans un territoire défini. Et c'était très difficile pour ces personnes-là de dire, ben, comment je fais pour parler, exemple, des chaînes d'approvisionnement du territoire sans parler des États-Unis. Donc, il y avait toujours un travail à faire pour les ramener. Donc, ce cadrage-là crée une tension entre comment on fait pour comprendre le territoire sans nécessairement l'extraire de la globalité qui l'entoure, mais en étant capable d'avancer puis de définir en fait qu'est-ce que nous, on peut faire. Donc, il y a cette tension-là qui était quand même constante et je suis obligé d'avouer que parfois, quand on a travaillé avec des experts, il y a une confrontation parfois entre ce qui relève de la réalité possible, factuelle, et ce qui relève de l'idéologie. Parce qu'il y a eu certaines réticences à dire, ben, ça, on peut pas faire ça, mais ce sont des choses, ce sont des éléments sociaux, exemple, que si on décidait d'insuffler une culture plus orientée vers ça, on serait capable de le faire. Donc, il y avait cette tension-là aussi entre la perception des experts et ce qu'on souhaitait faire là, sur le territoire, qui était quand même un défi à conjuguer là, dans notre exercice de prospective. Ouais, ouais, est-ce qu'on peut vraiment faire de la politique en fait? Est-ce que la politique peut vraiment changer la société? Vaste question, mais si on fait ça, c'est sans doute bel et bien pour ça. Alors, on a compris qu'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose à Laval. On sera attentif à la suite, hein, si on a des plans d'action et des acteurs qui sont sur les rangs, on sera attentif à regarder ce qui se passe. Euh, Peut-être nous dire. Ce qui se passe sur d'autres territoires au Québec, hein, collectivité zen aujourd'hui, où on en est, est-ce que ça fait des petits, voilà. Ben, je vais repartir de Laval pour m'en aller vers mes collègues. Laval a cette configuration-là qui fait que c'est très facile au sens où l'île est à la fois une région administrative, est à la fois une municipalité et une municipalité régionale de comté, là, ce qui, rapidement au Québec, permet de gérer l'aménagement du territoire. Tandis qu'on a des configurations territoriales qui sont différentes ailleurs, comme on a une collectivité zen pour la ville de Rimouski, donc plus à l'est du Québec. On en a une pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On en a une pour la Gaspésie et on en a une autre pour la ville de Québec. Donc, ça montre aussi, tu sais, il y a quand même des différences d'enjeux à ce niveau-là. Donc, la ville de Québec ne va pas rencontrer les mêmes enjeux que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple. Et ben, comme je disais, il y a des variantes régionales au sens où, par exemple, la Gaspésie, la question de l'érosion côtière va être un enjeu. En fait, c'est la question de quand on veut déplacer, si on doit déplacer des gens, qu'est-ce qu'on fait, comment on aborde cette question-là. Donc, la question de l'adaptation aussi au changement climatique va être vraiment plus forte.
Actuellement, on a beaucoup de collectivités jeunes qui ont traversé l'étape du démarrage, l'état des lieux. Et là, pour la plupart, en fait, on est en train de compléter la vision. Donc, probablement qu'à la fin de l'hiver prochain, on va avoir plusieurs chemins de transition là, à comparer partout au Québec, là, ce qui risque d'être intéressant comme exercice. Oui, ce serait intéressant de voir si on peut capitaliser, c'est-à-dire apprendre des autres aussi, parce qu'il y a un certain nombre de mouvements, ne serait-ce que sur les questions de mobilité du quotidien, etc., qui globalement vont être assez proches ou assez communes. Peut-être pour parler de l'autre côté de l'Atlantique, justement, et si on devait transposer, traduire d'une certaine façon cette démarche-là en Europe, est-ce que tu as des conseils à celles et ceux qui auraient envie de se coltiner cette aventure, des choses à pas louper pour démarrer peut-être, des conseils au démarrage? Je pense que les gens qui vont constituer le noyau initial, c'est quand même un facteur de réussite qui est extrêmement important. Et notamment, je pense que la diversité des organisations présentes, c'est vraiment une force. Tu sais, nous, on a eu dès le départ beaucoup d'institutions, ce qui semble être quand même une particularité lavalloise, parce que c'est pas le cas dans les autres collectivités zen où la mixité, la diversité des organisations est très différente. Donc là, beaucoup de collectifs citoyens, beaucoup d'organismes communautaires, mais aussi des institutions. Donc, il y a un mélange à la fois de perception, de ressources, d'expertise, qui fait que c'est très, très balancé, c'est très enrichissant comme exercice, mais il y a le fait qu'on est capable d'avoir des approches par rapport aux problématiques, puis par rapport à ce qu'on doit faire pour le territoire, qui me semble, moi, qui m'apparaissent personnellement beaucoup plus solides que si on avait seulement un type d'organisation. Donc, diversifier vos partenaires, diversifier les gens avec qui vous travaillez. Et un élément, nous, qu'on a jugé très, très important, c'est ce qu'on appelle la cohérence territoriale. Donc, c'est l'idée que faites-le à une échelle qui est logique, puis qui semble pertinente plutôt que d'essayer de construire une sorte de territoire fictionnel où, parce que, exemple, on a plusieurs communes qui ont le même intérêt, ben là, on va les regrouper sous un même chapeau. Ça peut fonctionner, mais de toujours garder en tête que d'avoir une échelle la plus cohérente possible, puis qui répond, ben, comme je disais tout à l'heure, avec l'exemple de Laval, où là, la cohérence territoriale est très forte, MRC, région administrative, municipalité, qui fait qu'il y a plusieurs institutions qui sont très alignées tout en même temps avec des plans d'action très, très cohérents. Donc ça, c'est les deux aspects sur lesquels je Est- miserais. Est-ce que pour démarrer, il faut un soutien politique nécessairement, et est-ce qu'il faut les élus locaux autour de la table? Je pense que les élus locaux peuvent être un atout. Je pense pas qu'ils sont une nécessité. Puis même au contraire, de s'extraire un peu des institutions politiques. Parce que, bon, on l'a nommé tantôt, je pense que ce qu'on fait est éminemment politique. Tu sais, c'est une vision du monde qu'on porte puis qu'on veut démontrer. Mais je pense pas que ce soit une nécessité d'aller impliquer. Mais exemple, comme dans le cas de Laval, on a une administration municipale, donc ici en termes de fonctionnaires, mais on a aussi des élus municipaux qui sont très, très favorables à ce type de pratique-là, à ce type de vision-là, ce qui est également un facteur facilitant. Donc, ça peut être agréable de les avoir de notre côté, c'est clairement un facteur facilitant, mais je pense pas que c'est une nécessité. Puis même au contraire, de construire cette discussion-là, puis ce dialogue-là en disant, nous, on veut parler de la région, puis on va s'organiser pour en parler. Fait que soit vous êtes invité à embarquer avec nous, puis à discuter de ça, mais ne pas nécessairement se laisser coopter par le politique, mais de le faire en parallèle, je pense que c'est une belle approche. En tout cas, c'est une formidable expérience de démocratie locale, hein, et de partage d'une vision du territoire. Merci beaucoup, Pierre-Luc, d'avoir partagé ça. Puis bravo déjà, c'est déjà bien d'arriver au bout. On sera attentif à la suite, on va documenter tout ça, et on mettra évidemment tous les liens en commentaire de façon à ce que, voilà, si vous avez envie de faire ça chez vous, faites attention. Il faut être... il faut un beau collectif, on l'a bien compris, mais allez-y, l'expérience a l'air fort enrichissante en tout cas. Merci beaucoup Pierre-Luc et à bientôt. Grand plaisir, au revoir.